Vérité révélée, bonjour, bonsoir, honneur, respect, Lisa Mbote, Ayakonde, Ayakonda, au nom de Haïti Congo, au nom de nos dispersés, notre peuple Bantou de partout, votre frère Juan Zabakota Katiopa qui arrive dans vos murs avec l'émission Vérité révélée. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos chers abonnés, nos nouveaux et nouvelles arrivées. Donc, je vous dis bienvenue parmi nous, bienvenue dans cette aventure, l'aventure du redressement, l'aventure du réveil, l'aventure du renouveau, de la résurrection de l'Osiris. L'Osiris qui c'est le symbole de la résurrection nègre, la résurrection noire et rouge à travers l'empire de Dessalines, l'empire d'Haïti. Bonjour, bonsoir, Mbote Desaya, Ayakonde, Ayakonda. Donc, nous nous sommes retrouvés pour continuer avec notre série sur... et toujours est-il la question de qui est qui dans cette question de la Bible, qui est qui dans cette histoire d'Israël, les vrais visages de ceux qui nous ont envahis. Je parle de terre de Katiopa, les vrais visages de ceux qui se disent qui sont le peuple choisi, savoir Israël. S'il existe un peuple élu du nom d'Israël, peut-être c'est qui est véritablement ce peuple. Et à travers l'histoire, à travers les faits, à travers les événements historiques, joint aux écrits les plus authentiques, nous allons essayer de rétablir la vérité historique à travers l'historiographie de l'histoire. C'est ça le but de Vérité révélée, qui est une page, qui est une émission d'information et de formation. Nous vous le rappelons que nous sommes là pour vous informer et en même temps pour vous former dans le sens c'est une émission d'information et de formation. Le vrai sens historique des faits, le vrai sens des choses, parce qu'on a tous été, on a tous été escroqués, on a tous été, et comment dirais-je, banalisés sur le plan historique. On nous a tous menti, on nous a tous déroutés, on nous a tous déviés du vrai chemin de la vérité. Et voilà pourquoi nous qui sommes notamment les Haïtiens, qui ont la responsabilité, la vocation de la liberté. Donc la liberté ne consiste pas à ne pas avoir, ne consiste pas seulement à ne pas avoir les chaînes dans les mains, les chaînes aux pieds, mais aussi il y a l'esclavage mental. Donc quand il s'agit d'esclavage mental, il faut une libération mentale. Quand il y a l'esclavage spirituel, il faut une libération spirituelle. Voilà pourquoi nous, Haïti, l'empire d'Haïti, nous les Haïtiens, nous sommes le peuple depuis 1803, 18 novembre 1803, nous avons la vocation de la liberté dans toutes ses composantes, Et ceci, nous le déclarons à la manière de nos ancêtres, de nos pères fondateurs, notamment la personne de l'intrépide, le plus grand homme de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines. Nous sommes le peuple de la liberté, et ceci, c'est devant toutes les puissances de l'univers. Nous le déclarons. Nous sommes arrivés là où on est en train de voir les grands empires coloniaux d'Europe. Pourquoi nous sommes amenés à parler des grands empires coloniaux d'Europe? Nous étions en train de voir l'histoire cachée de ceux qui se disent ils sont le peuple de Dieu, ils sont le peuple élu. On n'a aucun problème qu'ils soient le peuple de Dieu. Ça,
ils peuvent se le procurer eux-mêmes. Ils peuvent le proclamer à haute voix, qui sont le peuple de Dieu. Mais nous, on s'en moque du thème de Dieu, parce que nous connaissons maintenant la vérité, et d'ailleurs, même les Européens commencent à l'admettre. Les notions de Dieu, ça ne nous fait ni chaud ni froid, parce que nous n'avons pas de Dieu. Au contraire, nos pères qui ont combattu pour la liberté, pour nous racheter des griffes sanguinaires de ceux dont ce Dieu dirige, ils nous ont légué comme héritage de rejeter l'image du Dieu blanc, de rejeter ce Jésus, de rejeter ce Bouddha, de rejeter ce je ne sais quoi. Parce que nous avons notre propre génie. On ne l'appelle pas Dieu, on a notre génie. Le génie qui veille sur le peuple bantou hébreu, le génie qui veille sur le peuple noir, Kemet et de Katiopa, c'est bien Makaya, qui veille sur le peuple du Créateur que nous appelons nous-mêmes Tata Nzambe. Donc voilà, et nous sommes amenés à entrer dans l'histoire de ce peuple parce que dans l'humanité, il y a deux histoires qui sont cachées. Il y a deux histoires que ceux qui dirigent ce monde, qui dominent ce monde, ne veulent pas que vous sachiez. C'est l'histoire de ceux qui se disent juifs parce qu'ils savent qu'est-ce qui est caché derrière leur histoire, comment leur histoire a été inventée. Si j'emprunte le mot de thème, l'expression d'un des leurs, qui n'est autre que Shlomo Sand, qui a écrit comment le peuple juif fut inventé. Donc, ils savent qu'est-ce qui est caché derrière et comment cela a été fait. Et ils ont caché l'histoire de la plus grande nation au monde. Ce petit territoire de quelques 27 km², cette petite nation qui a ébranlé, qui a secoué le monde dans son passé historique et au moment même où je vous parle, qui n'est autre que la hantise de l'humanité, cette nation fort et puissant, redoutable, robuste depuis qu'il existe, la nation de Jean-Jacques Dessalines, le plus grand homme de l'humanité. Je veux parler de l'Empire d'Haïti, qu'on en donne aujourd'hui sur la République d'Haïti. Donc, il cache notre histoire. Voilà pourquoi il nous parle de la République d'Haïti. Déjà, c'est pour vous montrer comment ils veulent pas qu'on sache qui nous sommes. Parce qu'on n'est pas une république, on est l'Empire d'Haïti. Et je vous le dis, mon cher peuple de partout, et vous tous qui nous écoutez, parce que on le sait bien, on l'admet, que tous les blancs ne sont pas nos ennemis, tout comme tous les noirs ne sont pas nos frères. Tous les blancs ne sont pas nos ennemis, tout comme tous les noirs ne sont pas nos frères. Donc voilà pourquoi, quand on ne parle pas seulement pour le peuple noir. Nous sommes la tête. Nous sommes le peuple de l'humanité, mais ne serait-ce que pour des approches qui ne nous conviennent pas. Donc nous sommes en train d'amener le peuple à se ressaisir parce que nous avons un travail que la nature nous en donne droit de faire. Donc mais les autres, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'ennemis. Parce que tout ce qui a vie est sacré pour le peuple noir. Je vous le répète. Tout ce qui a vie est sacré pour le noir. On va pas entrer dans les détails. Mais c'est juste pour vous dire que c'est Haïti qu'aujourd'hui qu'on vous fait prendre pour le peuple le plus sale au monde, au point de nous traiter, comme vous le savez, des shitholes. Au point de nous traiter que nous sommes le peuple qui a donné sida, katash. Nous sommes le peuple qui a donné toutes sortes de maladies malsaines. On nous a tout attribué. On a tout formaté sur notre dos. Mais chez nous, il y a un langage qui dit on ne lance pas des pierres sur les mangots verts. On ne lance pas des pierres sur les mangots verts. Il n'y a pas tiré roche sur mango vert.
on lance des pierres sur les mangues mûres. Ok, sur les mangos mûrs. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin des mangues vertes pour manger, c'est des mangues mûres. Donc voilà pourquoi on est une mangue qui est tellement délicieuse que toutes les nations, quand je dis toutes les nations exogènes à nous-mêmes, on la hantise. Il se vide sur nous comme les vautours se vident sur les cadavres. Dans leur Bible, eux-mêmes, ils le disent. Là où se trouvent les cadavres, les vautours se rassemblent. Donc voilà, vous comprenez pourquoi Haïti est devenue une république des ONG. Les ONG ne sont toutes que des vautours parce qu'ils prennent Haïti pour des cadavres. Ils prennent Haïti pour un cadavre qui donne de l'énergie, de la vibration, de la puissance. Même étant un cadavre, on est élevé à la dimension suprême parce que c'est ça le titre qui est de Haïti. Voilà, donc voilà pourquoi je vous dis qu'ils ont caché notre histoire, parce que si on vous relate l'histoire d'Haïti, oh, ça ferait pas l'affaire des grandes puissances, ça ferait pas l'affaire des protagonismes de l'humanité, ça ferait pas l'affaire des puissances coloniales esclavagistes, parce qu'ils savent que nous, les Haïtiens, nous avons été et on l'est. Au moment même où je vous parle, le peuple qui a horreur de la barbarie, horreur de la dictature, horreur de la tyrannie, horreur du despotisme. Voilà pourquoi dans notre acte d'indépendance, il est déclaré notre empereur, notre libérateur, notre sauveur, notre messie a déclaré à la personne de Dessalines: quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté, c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. On s'arrête ici. On rentre dans notre épisode du jour parce qu'on avait fini de vous présenter ce personnage, cette partie qui concerne ce personnage en la personne de... On était arrivé dans les grandes découvertes où on a vu les territoires, les premiers territoires découverts par le premier des peuples coloniaux européens qui n'est autre que l'Espagne. Mais je vous ai dit, pas l'Espagne, le Portugal. Mais je vous ai dit, le Portugal n'est autre que le bouc émissaire dans le cadre de la colonisation. L'Espagne n'est autre que le bouc émissaire. Je dis l'Espagne tout le temps, le Portugal, même si c'est les mêmes choses. Donc n'importe que, je dirais, c'est parce que derrière tous ces pays qui ont fait la colonisation, qui nous ont envahis, sous des prétextes de grandes découvertes, sous des prétextes de grandes explorations, qui est derrière tout ça? Ce n'est autre que l'Italie, Rome, Vatican, le christianisme. Donc, et c'est là qu'on veut arriver parce que aujourd'hui, encore ce dimanche où je vous parle, mon cher peuple chéri est en train d'alimenter cet égrégore qui nous oppresse depuis 500 ans, qui n'a autre que le christianisme. En Haïti, il n'y a plus d'église que partout ailleurs dans le monde. Donc, vous comprenez la nécessité non seulement de vous informer de ces choses, mais également de vous former, parce que nous devons vous orienter, nous devons vous sensibiliser, nous devons vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer les mains aux yeux là et vous réveiller enfin. Finalement, c'est le moment. Donc, on a vu les grands territoires découverts à partir de 1419. On veut parler de Ceuta d'abord, et on était arrivé à la toute dernière qui ont été découvertes en 1445. Quand je veux parler de des territoires découverts comme le Cap-Vert, le Cap-Vert et Sénégal en 1445, 44 et 45 par des personnages comme Denis Dias,
qui a atteint le Cap-Vert en 1444 et Arvao Fernandez qui a atteint le Sénégal en 1445. Donc, nous avons dit la première factory d'outre-mer a été fondée en 1445 sur l'île d'Arquin. L'île d'Arquin qui est près de la côte de Mauritanie. Et je vous avais précisé que la côte de Mauritanie, c'est encore tout près de Maroc. Maroc qui a la frontière avec le Portugal, et ne serait-ce que par le détroit de Gibraltar qui fait le pont entre l'Europe et l'Afrique. Donc, et c'est dès cet instant qu'on dit que les Portugais cherchent à détourner les routes des caravanes d'Afrique du nord à leur profit. Donc, on était arrivé maintenant avec cet épisode qu'on devrait voir, comme je vous l'avais annoncé, c'est l'invasion de la Golfe de Guinée. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la Golfe de Guinée. Et on dit que c'est à la mort de Henri, le soi-disant navigateur. Si je me trompe pas, je me demande, est-ce que Henri était comme vous le saviez, c'était lui le maître de l'ordre de l'armée, parce qu'il avait reçu le plein pouvoir de faire la guerre par le pape Tommaso Parentu Seri, c'est comme ça, je sais pas, le pape de Nicolas V, donc qui lui avait donné le plein pouvoir de faire la guerre, le commerce, le plein pouvoir sur les terres découvertes. Mais je me rappelle, est-ce que c'est bien lui qui n'a jamais foulé l'Afrique? Je ne me rappelle pas si c'était lui qui a tout découvert. On l'appelle l'explorateur, mais il n'a jamais mis le pied en Afrique. Parce que dans tous les territoires qu'on a vus qui ont été découverts, pour aucune d'entre elles, on a mentionné Henri, le navigateur. On a mentionné des gens comme Dias, comme Arvao, on a mentionné bien d'autres encore, mais non pas Henri. Quand on a découvert les terres, on a parlé de Diogo de Silvestre, Diogo de TV, on a parlé de Sauco González, donc, mais on n'a pas parlé véritablement de Henri pour montrer quel territoire que Henri a découvert, ce navigateur, cet excellent navigateur. Il est navigateur dans ses bureaux au Portugal. Il est ce grand navigateur que tout le monde en parle. Mais ce qui est certain, c'est que Henri était celui qui avait la maîtrise de l'ordre du Christ. C'est la Milita Christi. Donc, voilà, à sa mort, les Portugais vont atteindre le golfe de Guinée. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir, c'est l'invasion du golfe de Guinée par l'empire colonial de Portugal. Donc, comme je vous ai dit, le golfe de Guinée, on va vous donner nous allons essayer de faire le numéro le plus court que possible pour ne pas dépasser les 30 minutes. Si je dois vous faire comme 2 numéros pour aujourd'hui, on va le faire. Le golfe de Guinée. Donc, quand on parle de golfe de Guinée, donc laissez-moi voir, on est à 19 minutes. On dit le golfe de Guinée est une partie de l'océan Atlantique. Et lorsqu'on parle de golfe de Guinée, généralement, on parle de la Grande Guinée. On dit c'est une partie de l'océan Atlantique qui s'enfonce au coin vers le centre du continent africain. Il est situé au sud-ouest
au sud-ouest de l'Afrique et lui donne un peu au nord de l'équateur une longue façade est-ouest balayée par les alizés, la côte de Guinée. Le mérindien de Greenwich et l'équateur se croisent dans ces eaux à 570 km au large des côtes du Ghana. Ok? Donc, et quand on parle des côtes de Guinée, il y a tout un ensemble de pays qui en fait partie. Il s'agit de, ça commence à partir de l'Afrique du nord-ouest, et le premier pays de l'Afrique du nord-ouest qui en fait partie, c'est bien Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, ok, Gabon, Sao Tomé, c'est l'île de Sao Tomé et Prince, la République du Congo, qu'on nomme aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils ont divisé notre Congo en deux, et l'Angola. Dans l'ensemble, il y a 3, 6, 9, 12, 13 pays faisant partie du Golfe de Guinée. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle de Guinée, on parle de la Grande Guinée. C'est pas une question de Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée et Conakry. Non, on parle de Guinée. C'est un seul espace. C'est quand fut arrivé les, comment je dirais-je, les grands empires coloniaux, les 14 empires coloniaux après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, ils ont morcelé ce territoire. Qui aujourd'hui, on va voir que l'Angola, par exemple, était sous la domination de qui? De l'Allemagne. Il était sous la domination de Portugal. On voit même au Congo, ils divisent le Congo en deux parce qu'il y a un Congo qui appartient à la Belgique, un autre Congo qui appartient à qui? À la France. Mais avant, le tout revenait juste à l'Europole 2 et non pas à la Belgique. Et même pas à la Belgique. Le Congo, le Grand Congo, appartenait à qui? À l'Europole 2. Une seule personne, le roi de Belgique. C'est après que, je ne me rappelle pas si c'est après sa mort, que le Congo devient un territoire belge appartenant à la Belgique. Mais avant, c'était juste à l'Europole 2. Une seule personne qui n'a jamais mis le pied au Congo. Ce Congo lui appartenait. Et on a Cameroun qui aujourd'hui appartient à qui? Aux États-Unis, aux Français. On a Bénin qui appartient aux Français, Nigeria aux Américains. Hein? On a bon, Ghana de nos jours là qui se bat parce que ça appartenait avant aux Anglais. Voilà pourquoi elle parle anglais. Donc on a Côte d'Ivoire qui appartient à qui? À la France. Et on a Libéria qui appartient. D'ailleurs, c'est même des afro-descendants venant des États-Unis qui ont fondé le Libéria. Le Libéria appartient aux États-Unis d'Amérique. Ils nous ont morcelés. Et ce morcellement a été fait dans un fracas ethnique. Qu'est-ce que j'entends par fracas ethnique? Ça veut dire ils prennent des gens qui n'ont aucune ressemblance ethnique, ils les mettent ensemble. Et des gens qui sont de même ethnie sont séparés, divisés. Des mères qui sont obligées d'aller vivre ailleurs, laissant leur fils dans une autre partie, laissant leur mari dans une autre partie, soit sur les commandements de l'Allemagne, soit sur les commandements de la France, soit sur les commandements de l'Angleterre.
ils nous ont, en bon haïtien, ils nous ont dépatcha. C'est ça que vous appelez le morcellement. Un morcellement qui a été fait avec fracas. Eh bien, on dit, voilà, le Portugal a découvert ce grand golfe, cet espace sacré où se trouve le royaume de Dahomey et le royaume Congo, l'Empire Congo. En 1460. Étape par étape, les Portugais contournent le continent africain pour atteindre les Indes. Il faut comprendre le pourquoi que les Portugais étaient obligés, lorsqu'ils ont trouvé ce chemin pour contourner l'Afrique, pour pouvoir atteindre les Indes, ils vous disent pas certaines vérités. Ces textes même, on les prenne sur YouTube, par exemple, on les trouve sur YouTube. Ils ne relatent même pas cela. Ils ne vous disent pas le pourquoi pour aller en Inde, alors que si on prend la carte, on va voir que de Portugal pour aller en Inde, c'est plus rapide de passer à l'intérieur de l'Europe. Mais il fallait traverser Constantinople. Il fallait traverser Constantinople. Et Constantinople a été prise, ou a été prise, par les Ottomans. L'Empire ottoman de Mehmed II. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas passer par l'intérieur de l'Europe. Il fallait contourner maintenant. Il fallait trouver des contours. Voilà ce qui les amenait à... voilà ce qui les amenait à contourner toute l'Afrique. Toute l'Afrique qui n'était pas occupée par... Parce que ces parties-là n'étaient pas encore sous l'égide de l'islam, à proprement dit. Oui, on sait que Mauritanie, là où il y avait les morts, c'était des Africains convertis à l'islam. Mais l'empire de Mehmed II, qui faisait la conquête face au christianisme, qui a humilié le christianisme, non, c'était pas vraiment possible. C'était vraiment un coup dur, un coup véritablement dur, lorsqu'ils étaient vus, chassés par, voyez-vous, donc, parce que Constantinople était à l'époque ce territoire qui domine l'espace maritime. Parce que vous le savez, la Turquie fait le pont entre l'Europe et l'Asie. Donc, si pour devrait sortir depuis l'Afrique, si pour les Portugais et l'Europe du Sud qui touche à l'Afrique du Nord, donc, soit qu'ils passent par la mer Tyrrhénienne, ok, ou du moins pour entrer dans la mer Méditerranée, il fallait traverser, ok, là il fallait traverser, que l'on veuille ou non, Istanbul. Et quoi qu'on va passer maintenant, s'il fallait passer par des territoires, la France, pour prendre l'Italie, pour aller vers l'Autriche, Hongrie, la route serait trop longue. Ils ne pouvaient pas faire cela en bateau. Mais s'ils doivent prendre la mer, tous ces mers-là étaient contrôlés par l'Empire ottoman, qui a fait la prise de Constantinople. Voilà pourquoi maintenant, ils étaient obligés de trouver d'autres territoires. Ils vont faire ce long chemin, ce long parcours.
Malheureusement pour nous et heureusement pour eux, ils vont trouver mieux que ce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils vont trouver l'appel d'or. Ils vont trouver l'Afrique, le territoire le plus riche comparativement à l'Asie, dont ils cherchaient un moyen pour y parvenir. Donc, c'est là qu'on dit que les Européens, les Portugais, ils cherchent une façon de contourner le continent africain pour atteindre les Indes. Sous-continent aux richesses convoitées. Ok? Les richesses du Inde étaient convoitées surtout pour les épices, avec lesquelles les contacts commerciaux terrestres ont été rompus depuis que les Turcs ottomans se sont emparés de Constantinople en 1453. Voilà pourquoi 2 ans plus tard, le pape va faire sortir la bulle papale Romanus Pontifex pour aller piller ce territoire que les Portugais vont découvrir. Ok? Ils ont été chassés par les Ottomans en 1453 et en 1455, le pape va autoriser les Portugais à entamer ses conquêtes, à entamer ses invasions. Donc nous venons de vous citer pas mal de pays, de territoires qui ont été envahis par Diogo, par González, par Diaz, par tant d'autres. Mais là, ils vont trouver maintenant, ils vont toucher à l'appel d'or. En 1483, Diogo Cao, voilà, Diogo Cao atteint l'embouchure du Congo. Vous attendez? Nation haïtienne. Vous êtes des Bantous du Congo. Qui vous a envahi le premier? Diogo Cao. En quelle année? 1483. Et en 1488, Bartholoméu Dias, premier Européen à pratiquer la navigation hauturière dans l'Atlantide ou dans l'Atlantique, bon, c'est la même chose, dans l'Atlantique du Sud, double le cap de Bonne-Espérance avec une flotte de 3 caravelles et pénètre dans l'océan Indien. Donc, le cap de Bonne-Espérance, okay, ça donne une débouchée sur l'océan Indien. Quand on parle de l'océan Indien, c'est au dos de l'Afrique. Lorsque je dis au dos, c'est comparativement à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vers l'Afrique de l'Est. Donc pour aller dans les Indes, c'est là. Voilà pourquoi on parle de la mer Indienne. Donc quand on dit Cap Espérance, c'est le cap, ok, est une promontoire rocheux sur la côte atlantique de l'Afrique du Sud. On est là en Afrique du Sud. Qui est arrivé là le premier? Bartholoméu. Ok? À l'extrémité de la péninsule du Cap, située au sud de la ville du Cap, et qui ferme à l'ouest la False Bay. Donc, on dit ce territoire qui est le cap de Bonne-Espérance, c'est un territoire qui se trouve en Afrique du Sud. C'est à la pointe même de l'Afrique du Sud. C'est le bout sud de l'Afrique. Le bout même. Vous pouvez le voir. Ok, c'est le bout. Le cap de la Bonne-Espérance. Et c'est à partir de là que Bartholoméu va contourner pour entrer maintenant dans la mer Indienne. Voyez-vous?
avec une flotte de 3 caravelles, il pénètre la mer Indienne en passant par le cap de Bonne-Espérance, qui est la dernière pointe de l'Afrique en termes d'Afrique du côté sud. En 1499, Vasco da Gama, ça c'était Bartolomé Dias. Vasco da Gama en 1499 revient de son périple vers les Indes avec une cargaison de poivre. Je vous avais dit, et surtout les épices, c'était ça qui était convoité, marquant le début de la Carriera da India, liaison maritime entre la métropole et Goa. Donc c'est ce citoyen, Vasco da Gama, qui va faire le pont maintenant, ok? Le pont par rapport à ce commerce entre le Portugal et l'Inde. Entre-temps, les Portugais sont installés dans des archipels atlantiques comme Vierge. Ok? Les Portugais se sont installés dans des archipels atlantiques vierges comme Açores et Madère, Cap-Vert, Sao Tomé et Prince. En exploitant ces territoires, ils développent un système économique colonial moderne. Ok? À leur temps, vous voyez, c'est là on va entrer dans le côté dont on s'attendait. Écoutez bien, en exploitant ces territoires, à savoir Açores, qui étaient des territoires vierges, à savoir Madère, Açores, nous avons vu ça dans notre dernier numéro, Cap-Vert, Sao Tomé et Prince, en exploitant ces territoires, ils développent un système économique colonial moderne. Avec quoi? Avec des cultures exotiques. C'est quoi ces cultures exotiques? C'est la canne à sucre. Ah oui, c'est là qu'on voulait arriver. Pour vous parler de ce système économique colonial moderne. Parce que c'est ce système qui va faire le plus de mal à nous les Haïtiens. Moi, tout ceci, c'est pour vous ramener en Haïti. Parce que je vais vous parler de cette Haïti-là qu'on ne veut pas que vous sachiez. C'est quel peuple qui se trouve là-bas? Et pourquoi toutes les griffes des vautours s'orientent vers ce territoire? Pourquoi on est aussi convoité depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours? Il faut que les États-Unis nous disent, il faut que les Français nous disent, il faut que les Canadiens nous disent pourquoi on est autant convoité par eux. On dit cette culture exotique qui n'est autre que la canne à sucre va être le début de la traite négrière européenne. Notre démarche, c'est de savoir qui est qui dans cette histoire de l'humanité. Il y a une Bible qui parle d'un peuple qui a été amené captif en esclavage pendant 400 ans. Et aujourd'hui, il y a un peuple qui se réclame de ce peuple-là dont la Bible fait référence. Et on va voir dans les faits historiques, selon l'historiographie de l'histoire, qui dit vrai, qui est qui dans cette question. Parce que cette culture exotique, qui n'est autre que la canne à sucre, qui n'est autre que le début de la traite négrière européenne, la première cargaison d'esclaves capturés près du Cap Blanc, arrivée à Lagos en 1444, et des investissements capitalisés élevés pour l'époque.
des investissements capitalisés élevés pour l'époque, qui faisait la capture de ces esclaves pour aller cultiver cette culture exotique, la canne à sucre, pour marquer le début de l'esclavage des Noirs par les Blancs européens, et qui avait les moyens à cette époque pour financer à travers des investissements capitalisés élevés cette traite négrière. Et c'est là que je vous ai dit, attachez vos ceintures. Parce qu'on va parler. On va parler parce que il faut que la vérité soit enfin révélée. On est arrivé à 40 minutes. On va s'arrêter ici pour entrer d'emblée dans le prochain numéro. Wanzaba Kota Kachupa, qui vous dit beauté les ailes, restez branchés. À suivre.